le scalaire, on respire. Donc je vais récapituler pour faire la transition, le SAS là. Donc les notions de superposition, les notions de fondamentales et d'harmonique, les notions d'onde de pression, les notions de volume, la surface, élastique, pas élastique, matériel, immatériel, ça peut être électrique, ça peut être magnétique. Quand on est strictement dans le registre des ondes électromagnétiques, il y a des ondes de choc, ça presse les milieux, voilà. Donc, toutes ces propriétés-là, en fait, sont communes à toutes les ondes, ou en tout cas largement communes à toutes les ondes. Et il y a 20 fois plus de familles d'ondes qui ont été recensées par les scientifiques depuis les années 1780-1750 que ce que j'ai partagé avec vous ce soir. J'en ai vraiment choisi 4 vraiment représentatives. Il y a par exemple des ondes qui ont été mises en évidence, qui sont intéressantes, c'est la façon dont il y a un nom particulier pour les vagues particulières qui sont générées par le va-et-vient, la rencontre qu'il y a entre l'océan, la mer et les côtes. Et donc ces vagues qui sont générées par cette rencontre, les vagues qui résultent de la rencontre, et le comportement de ces vagues, il y a une catégorie de phénomènes à part entière qui a été étudiée par un gars pendant 30 ans, etc. Okay, donc, tous les phénomènes ondulatoires, ou en tout cas de très 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 nombreux phénomènes ondulatoires existent, bien au-delà des 4 que j'ai partagés avec vous ce soir, qui sont un peu les 4 trucs de base. Alors, on va rentrer sur le scalaire. Bon, le scalaire, c'est pas compliqué. Le mot fait peur parce qu'on le connaît pas. Ce qui se passe avec le scalaire par rapport à ce scalaire dont on entend parler depuis tant d'années, c'est qu'en fait, justement, on est sur un langage qui... c'est pas les mêmes sens qui sont mis derrière le même mot. Et c'est pas les mêmes sens parce qu'en fait, ce mot-là, il existe dans plein de disciplines différentes. Donc d'abord, il a des sens différents en fonction des disciplines dans lesquelles on se situe. En physique des particules, c'est pas la même chose qu'en physique, ou c'est pas la même chose qu'en mathématiques, strictement parlant. Il y a déjà ce niveau-là de légère divergence. C'est assez proche, mais c'est un peu différent quand même. Ça peut même être très différent en mathématiques. Et surtout, c'est une notion auquel on n'est absolument pas familière. Comme on n'est pas familier avec cette notion, elle est encore plus étrangère. Donc là, ce soir, vous avez vu, j'ai mis plein d'équations. J'ai vraiment chargé la barque en équations. Et on va continuer là-dessus pour que ça soit super compliqué. Après, il y a une interview. Non, après, on pose des questions et on discute, et puis voilà. C'est un stage. Alors, en fait, j'insistais sur la notion de mouvement au tout début de l'onde. Parce qu'en fait, de façon conventionnelle, de façon admise, ce qui caractérise le scalaire, c'est qu'il n'y a pas de mouvement. C'est pour ça que ça commence bien. Donc, normalement, au niveau, c'est ce qui est admis, c'est ce qui est associé à la notion de scalaire, et c'est comme ça qu'on emploie le mot du scalaire au niveau des scientifiques, c'est que donc, c'est une grandeur, mais qui n'est pas associée à un mouvement. Donc c'est une grandeur immobile. C'est une grandeur qui n'a pas de direction. C'est une grandeur qui existe en tant que telle, ici et maintenant. Demain, ça peut être différent. À côté, ça peut être différent. Mais à cet endroit, ici et maintenant, c'est ça la valeur. Et donc, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de rotation. Donc, ça veut dire que, pour ceux qui sont branchés intimes des atomes, il n'y a pas de spin qui va être associé. Il n'y a pas de spin positif ou négatif ou de demi-spin, machin. Non, il n'y a pas de spin nul. Tout ça, c'est la façon dont c'est cadré et acté de façon admise et conventionnelle, standard. Enfin, et d'ailleurs, ça permet de faire consensus là-dessus pour pouvoir parler du même objet ensemble. Donc c'est une grandeur locale, ponctuelle, qui n'a pas de direction. Comme elle n'a pas de direction, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de vecteur. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure des flèches, la flèche de la direction, ou la flèche de la force. La flèche de la direction, en général, c'est ça qu'on appelle le vecteur. Okay ? Donc, quand c'est scalaire, il n'y a pas de vecteur. C'est scalaire. Ok ? Je vais pas répéter. C'est comme ça. Donc, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est en fait, au-delà de ce mot qui est donc un peu compliqué, voire un peu incongru et qui nous est pas familier, c'est que donc, si j'éclaire mon écran, c'est pas très intéressant. Hop, voilà. Donc,
les notions qui vont, en fait, la façon dont ce qu'on considère dans notre environnement comme étant des phénomènes qui sont d'ordre scalaire, eux, par contre, nous sont familiers. C'est la notion de pression, c'est la notion de température, c'est la notion de masse, c'est la notion de densité. Bon, après, il y a d'autres notions comme celle de la puissance ou du potentiel électrique. Il y en a d'autres, hein. Mais simplement se dire que, oui, la température il fait 12 degrés là, et ailleurs il fait 8 degrés, ça c'est scalaire. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de propagation, il n'y a pas de direction. C'est juste que c'est comme ça ici. La masse, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire, par exemple, la masse du piano qui est là-bas, qui peut générer des ondes sonores, la masse du piano, c'est une grandeur scalaire. Ça ne bouge pas. Si le piano bougeait, il aurait d'autres propriétés physiques en plus de son côté scalaire, mais il serait plus scalaire, il y aurait le vecteur en plus, parce qu'il serait en train de se déplacer. Ça serait une force en mouvement. Ça, voilà, c'est la façon admise de parler du scalaire. Mais en fait, c'est pas... ça se discute. Ça se discute. Donc en gros, il y aura d'autres éléments derrière qui vont suivre. Là, on est vraiment sur le rideau d'ouverture. En gros, quand on passe en revue tout ce qui a été dit sur le scalaire depuis 40 ans, ou quand on rassemble des informations qui ont été mises en avant, formulées, et exprimées autant à travers des articles qu'à travers des prises de parole ou à travers des produits, donc des brochures commerciales et ainsi de suite. En gros, il y a 7 familles de scalaires différents électromagnétiques qui sont décrites. Donc, ce qui fait qu'en fait, au niveau de l'onde scalaire, c'est-à-dire sous-entendu l'onde scalaire de type électromagnétique, hein, on est dans ce registre-là. Déjà, là-dedans, dans cette catégorie de phénomènes, il y a 7 façons différentes d'envisager les choses. Et ce n'est pas simplement des façons différentes au niveau de la description, c'est y compris dans la nature du phénomène. C'est-à-dire que les 7 façons différentes d'envisager comment l'onde scalaire peut être générée, toutes correspondent à ça. C'est-à-dire à quelque chose qui n'a pas de mouvement. C'est un peu comme en médecine chinoise, ou comme dans ces approches où, ok, il y a une maladie apparente, mais en fait, il y a plein de raisons différentes. Ben là, c'est pareil. On va avoir une onde scalaire, mais il y a plein de chemins différents pour fabriquer l'onde scalaire. Et ce qui se passe, c'est qu'en fonction des écoles de pensée, ou en fonction des chercheurs, c'est pas les mêmes chemins qu'ils ont empruntés. Donc ça rajoute une couche d'ambiguïté sur la notion de scalaire, puisque déjà, ils n'en parlent pas comme normalement on en parle. Ils emploient un mot qui est aussi compliqué que le mot quantique il y a 25 ans. Et en plus, ils ne parlent pas de la même chose dessous. On ne parle même pas de savoir si c'est vrai ou faux. C'est simplement au niveau des discours, c'est des structures de langage qui ne sont pas les mêmes. Et donc des notions sous-jacentes qui sont employées qui ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas les mêmes implicites. C'est normal qu'on ait un peu l'impression de patauger. Oui. Question du premier rang, question de bonne aloi pour faire la transition, c'est pourquoi on parle d'onde si ça ne bouge pas. On y vient. Et donc, autre notion à avoir en tête, vous l'avez compris, il y a une histoire des sciences, il y a des chercheurs dans les années, notamment 19e siècle, qui ont vachement exploré, qui ont vachement documenté, catalogué les phénomènes liés à tout ce qui est ondulatoire et qui l'ont posé en équation. Et puis patatras, avec les années 1905-1910, on a la physique quantique qui déboule. Mais en tout cas, il y avait donc toute une façon d'observer le monde réel, d'observer l'environnement et de chercher à saisir les ondes sous-jacentes. Que ce soit la fondamentale ou les harmoniques. Que ce soit la simplicité de l'onde ou sa dimension complexe. Et donc, parce que c'est compliqué, on va essayer de le simplifier. C'est pour ça qu'on va mettre en place des outils mathématiques comme les transformés de Fourier, des outils comme ça. Mais il y a donc toute une époque comme ça, de recherche scientifique, où l'onde, c'était la réponse à tout. Et ça s'est passé il y a un peu plus d'un siècle aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup d'outils théoriques sur le sujet, et ces outils théoriques font que, notamment sur la question scalaire, y compris par rapport à cette façon un petit peu caricaturale que j'ai pu vous présenter, qu'est-ce que c'est le scalaire au niveau scientifique conventionnel, peut-être qu'on peut envisager que c'est un artefact mathématique.
Peut-être que c'est une construction mathématique qui n'a pas de sens réel, qui n'a pas d'existence réelle. C'est simplement une construction de l'esprit sur une construction de l'esprit. Ne perdez pas cela en tête en termes de réserve méthodologique par rapport à tous ces outils qui peuvent être présentés ou mis en avant, et bien sûr ces arguments qui sont construits. Okay. Au niveau étymologique, que signifie le mot scalaire? Échelle. Échelle. Oui, scalaire. C'est l'échelle du scalaire. Température. Alors, voilà, la conférence est terminée. Alors, les 7 familles du scalaire, elles sont de cet ordre-là. Encore une fois, rappelez-vous des choses que j'ai pu vous partager dans les images précédentes. La façon dont on a des ondes qui vont être fondamentales, puis des harmoniques, puis comment elles se superposent, puis comment ça peut se décrire comme étant compliqué. Mais pas forcément, on peut simplement ne pas les décrire et simplement les ressentir. On peut les percevoir ou ne pas les percevoir. Elles peuvent être électriques, magnétiques. Elles peuvent s'imprimer sur nous. On peut uniquement les entendre avec notre oreille ou les entendre avec notre corps. Okay ? Tout ça existe. Tout ça est là. Donc là, c'est la façon dont, au niveau donc à côté, j'ai mis quelques noms propres parce qu'on va les revoir après. Au niveau des contributions de chacun dans l'histoire des sciences et dans l'histoire des choses. Donc en fait, une première façon d'envisager le scalaire, c'est quoi? J'ai parlé tout à l'heure d'interférences destructives. Comment 2 ondes qui sont en interaction, elles peuvent s'additionner, au contraire se soustraire leur puissance et leur activité. Donc imaginons une onde qui fait comme ça et qui va dans ce sens-là, et une autre onde qui fait comme ça et qui va dans ce sens-là. Les deux superposés, ça donne rien. C'est ça le déphasage à 180 degrés. Ça donne rien. C'est-à-dire qu'on a 2 ondes superposées, mais qui s'annulent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 2 mouvements, mais la somme des mouvements donne rien, donne 0. Ça, c'est une des premières écoles de pensée pour décrire les ondes scalaires. On est sur quelque chose qui correspond à 0 mouvement. Mais sauf qu'il y avait 2 mouvements, mais interférence destructive, interférence soustractive. C'est le système qu'ils utilisent pour les casques anti-bruit, ça, non? Par exemple. C'est pour ça que peut-être qu'au niveau que la notion d'artefact mathématique, elle est à pondérer aussi. En tout cas, voilà, ça c'est une façon d'envisager le scalaire. Une autre façon de l'envisager, c'est qu'en fait, j'ai évoqué tout à l'heure que plus la fréquence augmente, plus la longueur d'onde diminue. Et inversement, si on est sur une fréquence, si l'onde ne bouge pas, en tout cas s'il n'y a pas de mouvement, on est sur une onde immobile, ou en gros quasiment immobile, parce que l'immobile en tant que tel est impossible, puisque ça c'est un des gros enseignements du quantique première moitié du XXe siècle, c'est que tout bouge tout le temps. Ah, ça tombe mal pour le scalaire, mais bon, ça se discute. Donc, cette notion d'onde stationnaire, qu'on va appeler aussi les ondes Tesla, cette notion d'onde stationnaire, on peut tout à fait avoir des ondes, c'est-à-dire donc des mouvements, des fluctuations, qui vont avoir une longueur d'onde tellement longue qu'en fait on a l'impression qu'elles sont immobiles. Ou même qu'avec des appareils rudimentaires ou sophistiqués, on ne va pas forcément capter ou détecter qu'elles bougent. Par exemple, les ondes gravitationnelles. C'est un exemple. Donc, en tout cas, on va considérer, on va simplifier le truc, on va être approximatif, et on va dire, mais en fait, ça ne bouge pas. En toute sincérité, ça ne bouge pas. C'est une onde stationnaire. Pas de mouvement, pas de vecteur. Donc, en fait, il y a cette idée que, là, c'est un autre principe, c'est vraiment un autre point de vue de base qui est différent, c'est qu'au contraire, on est sur des ondes très longues en termes de longueur d'onde, et on a l'impression qu'elles ne bougent pas. Il n'y a pas de mouvement. En fait, elles bougent, mais peut-être qu'elles bougent une fois tous les 30 ans. Et voilà, okay. Ça met longtemps. L'autre est donc longueur d'onde très 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 longue, et en l'occurrence, et c'est pour ça qu'on va associer ça à Tesla, puisque c'est Tesla le premier à avoir décrit, envisagé, expérimenté des ondes électromagnétiques qui sont aux dimensions de la planète Terre. Des dimensions qui avaient des ondes qui avaient des longueurs d'onde équivalentes à celles du globe terrestre. C'est-à-dire qu'il a vu les choses ainsi. Il a été en mesure d'élaborer les choses ainsi. Il les a élaborées autant au travers de ses expériences qu'au travers, bien sûr, de ses équations.
de sa façon de calculer, parce que Tesla était plutôt ingénieur avant d'être un physicien théoricien. Il a dû déposer, je ne sais plus, entre 700 ou 1000 brevets, enfin il en a posé pas mal. Et en gros, en général, on considère qu'il y en a un tiers qui sont employés aujourd'hui, il y en a un tiers qui ont été mis de côté au sens laissés dans l'ombre, et il y en a un tiers, on n'arrive pas encore bien à comprendre ce qu'il proposait. Donc il était un peu en avance. Il était un peu en avance, le gars Tesla. Bon, le troisième de Flanagan, on le cite parce que c'est une explication qui a été avancée, ou en tout cas une origine d'ondes scalaires, d'influences scalaires, de champs scalaires, de forces de type scalaire. C'est une origine qui a été présentée. C'est des émissions électrostatiques, c'est-à-dire donc on n'est même pas dans des courants électriques, on est sur des charges électriques qui normalement sont immobiles, sauf que là elles bougent quand même. Et elles bougent quand même parce que cette idée de surélectrisation, de surcharge, c'est qu'en fait on va utiliser par exemple un système qui rayonne comme celui-ci. Ce système qui rayonne, normalement il ne conduit pas l'électricité, on va dire qu'au niveau des matériaux qui le composent, ce sont des matériaux isolants, mais en fait on va le surcharger en électricité, on va lui envoyer une grosse décharge. Et donc en fait, à cause de cette décharge, il va rayonner quand même de l'électricité. Et donc ça c'est une approche qui est voilà, normalement ça ne rayonne pas, normalement il n'y a pas d'onde électromagnétique qui est émise par l'antenne, par le dispositif, par l'appareil que l'on a conçu, mais si on le surcharge, en envoyant beaucoup d'électricité, eh bien si on le surcharge, il va y avoir des émissions électrostatiques, il va y avoir des échos, il va y avoir des étincelles électrostatiques qui vont sortir, et ça se traduit au niveau des équations mathématiques, donc ça fait partie des origines possibles d'une force de type scalaire, d'une influence scalaire sur l'environnement. Après, les quatre suivantes sont beaucoup plus intéressantes. Celle de Whittaker, donc lui c'était un théoricien, on est dans les années 1903-1904, et lui en fait, il postule que c'est des ondes, au lieu que ça soit deux ondes superposées aux positions de phase, là c'est plutôt deux ondes qui partent chacune de leur côté. C'est la même origine? Même origine, oui. Voilà, c'est pour ça qu'on va parler d'ondes bidirectionnelles. Et qui sont ensemble. Elles viennent, c'est tout phénomène. En fait, il y a deux forces qui partent. Et puis donc Bearden, lui qui était c'est plutôt pareil, c'est pas un chercheur de labo, c'est plutôt c'est un militaire spécialiste des radars qui a fait pas mal de bouquins avec les années 80. C'est quelqu'un c'est un peu l'équivalent d'une célébrité dans la communauté de tout ce qui est énergie libre aux États-Unis, et qui avec les années 80, puis 85, 90, 95, 2000, tous les 5 ans il sortait un pavé de 600 pages sur l'énergie libre, sur des approches théoriques en termes de physique qui sont sous-estimées, sous-explorées et ainsi de suite. Et donc c'est lui qui a grandement contribué, ça se verra après sur la chronologie, qui a grandement contribué avec les années 80 à populariser la notion d'onde scalaire. C'est un personnage clé là-dessus. Lui, c'est de la sphère anglo-saxonne. Donc lui, il est sur une approche longitudinale. C'est-à-dire qu'on n'est plus... Vous vous rappelez l'onde électromagnétique? On va la remettre, hein, ça fait pas de mal. Voilà, l'onde électromagnétique. Il y a l'électricité d'un côté, le magnétisme de l'autre. L'onde se propage et en même temps, on a les... Ça bouge, j'arrive jamais à le faire, mais ouais, c'est comme ça. Vous avez compris l'idée. Il y en a un qui monte et qui descend, et l'autre qui va à droite et à gauche. Et donc, on va appeler ça une onde transverse. Avec, avec donc la propagation et des énergies qui partent en perpendiculaire. Alors que le longitudinal, on est comme avec l'onde sismique de pression. On est avec la force et l'énergie qui va dans le même sens que la propagation. Et donc c'est autour qu'il y a un écho, c'est un peu la même chose que les ronds de fumée. Quand vous faites le rond de fumée et que ça se diffuse autour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens-là, et c'est autour que ça se propage comme des échos. Donc les ondes longitudinales, c'est de cet ordre-là. On l'a fait simple, hein, parce qu'on n'est pas non plus bac plus 8 en physique et en maths. Alors, autre chose intéressante, il a un peu couplé les explications entre elles, il a un peu varié de versions d'un bouquin à l'autre, mais il est aussi rentré dans le fait que des fluctuations d'espace-temps vont se traduire par une influence de type scalaire. Donc là, on est un peu plus proche du côté des ondes gravitationnelles. Donc la façon dont
l'espace-temps peut vibrer, donc en fait ça ne bouge pas par rapport à nos appareils, mais il y a quelque chose qui se passe quand même, de type mouvement, eh bien les fluctuations d'espace-temps peuvent... c'est une des pistes d'origine ou d'explication ou de force qu'on va manipuler pour fabriquer du scalaire. Et après, là, le top du top, la dernière, ça date des années 95-97, 1995-1997, donc il y a 20 ans à peu près. C'est donc l'idée qu'il y a deux ondes, c'est des duos d'ondes, mais en plus, au lieu d'être déphasées spatialement, elles vont être déphasées dans le temps. Il y en a une qui est chaque duo, chaque couple, il y a un couple qui est légèrement décalé par rapport à l'autre. Et en étant légèrement décalé, ben en fait, on a le champ magnétique qui vient remplir le champ électrique qui vient remplir le champ magnétique. Donc tout ça fabrique quelque chose qui s'annule, mais sauf que dans les faits, enfin, ça s'annule au niveau au niveau du mouvement, au niveau de ce qu'on peut mesurer, mais il y a des parties du rayonnement qui ne s'annulent pas. C'est une autre façon de générer des ondes scalaires, ou en tout cas des rayonnements de type scalaire. Donc ça, c'est un peu, c'est les 7 écoles, les 7 familles, les 7 écoles de pensée qui ont été exprimées au fil du XXe siècle, et plutôt à partir des années 80, pour donner un socle scientifique, un socle théorique, un socle plausible à quelque chose qui normalement n'existe pas. Hein. On est d'accord là-dessus. Hein. Ça n'existe pas. Alors, on va faire le lien directement maintenant avec les personnalités du scalaire, ou en tout cas celles qui ont vraiment un rôle à jouer clé par rapport. Elles sont fondamentales dans l'histoire des ondes scalaires, dans l'élaboration de cette compréhension-là. Alors donc, d'un côté, c'est les anciens, et de l'autre côté, c'est les nouveaux. Donc, le premier, c'est Maxwell en 1861. Donc, pour ceux d'entre vous qui lisent anglais, ou ceux d'entre vous qui a fait un peu une formation scientifique, soit un bac scientifique, soit des études scientifiques, il y a à peu près un quart d'entre vous maximum, d'accord? Donc en gros, pour ce quart-là, je vous invite à lire ce texte. Il est très accessible, c'est en anglais, enfin peut-être qu'on peut le trouver en français, mais en tout cas moi je l'ai lu directement en anglais, extrêmement accessible, passionnant. Voilà, donc c'est un texte qui est considéré comme un texte fondateur au niveau de l'histoire des sciences, puisque c'est le texte qui donne le corpus de l'unification des forces au niveau électromagnétique, au niveau des phénomènes électromagnétiques. C'est l'édifice de base de la révolution des sciences liée à l'électromagnétisme. Avant, on avait fait des observations, ça chauffe, ça fait ci, ça fait ça, il y a de l'induction, il y a du machin. Lui, il remet tout ensemble. Et donc, Maxwell remet tout ensemble en faisant notamment, en gros, une vingtaine d'équations avec une vingtaine d'inconnus. C'est-à-dire, chaque équation a son inconnu. Mais c'est le socle de base. C'est comme quand Newton a découvert la gravitation. Voilà, le bouquin de Newton était considéré comme un bouquin de référence au niveau de l'histoire des sciences. Cet article-là, ce texte-là, est considéré comme un texte de référence dans l'histoire des sciences, on va dire moderne ou récente. Et donc, ce qui est intéressant dedans, c'est qu'en fait, si on prend les équations de base, parce que en fait, en gros, l'électromagnétisme, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on parle des équations de Maxwell. Et les équations de Maxwell, c'est donc les équations de référence et de base. Mais sauf que l'histoire des sciences a montré que sur les équations de Maxwell, il s'est passé un petit truc. C'est que au départ, Maxwell, il a donc formulé une vingtaine d'équations, et chaque équation avait un peu ses inconnus, donc il y avait 20 inconnus. Et par la suite, 20 ans après, on a un Heaviside. Bon, j'ai une faute d'orthographe, j'ai une coquille dedans là, mais c'est pas très grave. Heaviside en 1884, qui en fait rabote un peu les équations de Maxwell. Parce que comme elles sont un peu compliquées, ou en tout cas l'idée c'est de les faire tenir ensemble, donc pareil, Heaviside c'est un autodidacte, c'est quelqu'un de très bien, qui a été vraiment décisif aussi dans ses contributions théoriques par rapport aux équations et à l'élaboration mathématique de la description des phénomènes et notamment électromagnétiques. Il était un peu sauvage socialement parlant, il vivait dans sa maison, il voulait pas trop sortir, mais il écrivait beaucoup, il envoyait beaucoup de lettres. Et donc il a notamment pris les équations de Maxwell, il les a rassemblées, il les a condensées en quelque sorte. Et on est tombé sur des équations, au lieu d'en avoir 20, on est tombé à 4. Et il a fait la synthèse des équations de Maxwell, mais en faisant la synthèse des équations de Maxwell, il a en quelque sorte laissé tomber des aspects qui étaient un peu plus invisibles, intangibles, insaisissables.
Et c'est ça qu'a fait par la suite, quand on parle des équations de Maxwell, que tous les aspects, on va pas dire invisibles, on va dire subtils, ou en tout cas des choses qui sont, utilisons le vrai terme, des potentiels, tout ce qui est de l'ordre des potentiels ne sont pas considérés par les équations d'aujourd'hui. Il faut revenir aux équations de base de Maxwell qui étaient plus compliquées que celles qui ont été simplifiées par Heaviside, qui ont été condensées par Heaviside, qui en a fait une synthèse, parce qu'elles sont tronquées, elles sont incomplètes. Il a fait une synthèse incomplète qui est opérationnelle en général, mais où, par rapport à des phénomènes limites, et justement par rapport aux influences invisibles, eh ben, ça ne rend pas... elles sont incomplètes par rapport au vrai boulot intellectuel, au boulot intellectuel intégral qu'a fait Maxwell. Ça fait partie donc des choses que les physiciens de la seconde moitié des années 50 sur lesquelles ils ont percuté en fait. Et c'est en reprenant ces équations qu'ils se sont dit, bah, tiens, en fait, les ondes scalaires, c'est possible. En fait, c'est possible si on prend en compte tel paramètre. C'est possible parce que il peut se passer ça aussi. Ça donne un peu ces différentes écoles de pensée que je vous ai évoquées juste avant. Autre chose importante, donc contribution de Heaviside qui est décisive, mais au sens où là, il a plutôt coupé les têtes qui dépassaient. Tesla en 1900, c'est là où il fait une démonstration d'une transmission d'énergie sans fil. Et il s'appuie effectivement sur des propriétés du milieu, des propriétés de notre monde, où l'énergie qui est transmise, eh bien, ça défie, il n'y a pas de déperdition d'énergie, il va avoir des phénomènes de résonance, donc d'amplification. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui s'apparentent à des choses de type scalaire. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui sont dans le scalaire disent ce sont les ondes Tesla. Nous utilisons des ondes Tesla parce qu'en fait, en 1900, donc ça, ce texte-là dont je cite l'intitulé, c'est un brevet qui a été déposé. C'est un brevet qu'il a déposé de système de transmission sans fil et d'un système plutôt optimisé. Whittaker en 1903, j'en ai un petit peu parlé, donc lui, c'est pareil, lui c'est plutôt un théoricien, et c'est là où il parle de fonctions scalaires potentielles, de potentiel scalaire, enfin, il aborde les ondes électromagnétiques, y compris dans leur dimension scalaire, et pas uniquement dans la dimension vecteur. Donc ça c'est bon. Là on est sur des articles scientifiques plutôt pour des esprits un peu érudits et savants qui sont habitués à ce type de gymnastique intellectuelle. Mais donc dans cette époque-là, on voit très bien qu'il y a une effervescence où l'impossible ou l'invisible est présente dans ce qui est formulé, dans ce qui est partagé, dans ce qui circule entre les académies des sciences, dans ce qui circule au niveau de la presse populaire, dans ce qui circule au niveau des communications scientifiques. Okay ? Mais pendant 30 ou 40 ans, tout s'emballe direction le quantique. Puisque 1905, c'est le moment où Max Planck 1900, c'est là où Max Planck sort son premier papier. 1905, c'est là où Einstein publie un autre article, où il introduit d'ailleurs de mémoire la notion de photon dans cet article-là. Et puis après, ça s'emballe avec l'atome, qu'est-ce qui se passe en dessous des atomes, les électrons, les machins. On tombe dans l'infiniment petit, et pendant 40 ans, ça passionne tous les chercheurs. Et puis, là, on a donc il y a la Seconde Guerre mondiale qui passe, et il y a une date qui est clé, qui est vraiment essentielle, c'est celle de 1959. C'est l'effet Aharonov-Bohm. Donc c'est une expérience qui vient montrer une chose. Jusque-là, on a parlé de quantique, on a parlé de physique des champs, on a parlé d'influence à distance, on a parlé de révolution scientifique, on a parlé de compréhension des phénomènes ambulatoires, une compréhension des phénomènes électromagnétiques. Il y avait vraiment donc un grand emballement des esprits savants à ce temps-là, et ça donne en plus la physique quantique qui est toute jeune, toute fraîche, et donc si on se remet dans le contexte, dans les conditions de l'époque, ils découvrent des trucs où ils sont pas sûrs que ça soit vrai, et où en plus ça leur paraît impossible. Mais sauf que ils refont leurs calculs, ça a l'air d'être bon, et quand en plus ils sont dans les situations où ils peuvent faire des expériences, ça tombe juste. Donc on est vraiment dans un édifice théorique qui est en train de se construire, on se remet dans ce contexte-là. Et donc là, juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu la guerre froide, il y a donc une expérience qui a lieu, qui est extrêmement intéressante, c'est qu'en fait,
On envoie comme ça des faisceaux d'électrons, et puis donc c'est l'histoire que ça fait des fentes de Young, ça fait des tracés, ça fait des rainures qui sont distribuées au-dessus, en dessous, autour. Enfin, il y a une répartition comme ça avec des raies caractéristiques au niveau du mur qui reçoit les particules qu'on projette. Et l'expérience en question, on met un aimant. On met un objet qui va rayonner un champ magnétique. Normalement, il va y avoir un effet donc de polarisation. C'est ça, c'est la rotation, c'est bien ça. D'effet de polarisation rotatoire, ou de pouvoir de rotation. Donc, ce qu'ils font pour éviter ça, c'est que donc ils l'enveloppent de façon à ce que l'aimant ne rayonne pas. C'est-à-dire que donc normalement, il ne perturbe pas l'environnement. Au niveau de ce qu'on mesure, de ce qu'il y a des vecteurs, il ne perturbe pas l'environnement. Donc il est censé être neutre par rapport à l'expérience. Sauf que il voit qu'il y a une déviation des rayons lumineux. Il y a une déviation des particules. Alors que normalement, la force de l'aimant a été neutralisée. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pour ça que j'ai employé le mot potentiel tout à l'heure, c'est le potentiel qui va influencer les charges et c'est pas le champ. Donc même quand c'est immobile et qu'il n'y a rien, il y a une influence quand même. On commence à rentrer sur les particules fantômes. Okay. Donc expérience clé de type quantique, avec les histoires de rayons d'interférence, enfin voilà, en tout cas il y a une déviation du rayonnement lumineux, alors que normalement ça ne doit pas influencer l'environnement. Mais ça l'influence quand même. Donc il y a quelque chose qui se passe même quand il n'y a pas les vecteurs. Et ça, c'est les potentiels. Et donc ça, c'est une des premières expériences, on va dire donc expérimentales, c'est pas du théorique, qui vient attester du fait que au niveau des potentiels, quelque chose se passe. Alors je vais revenir 2 secondes sur le potentiel, parce que je n'en avais pas parlé jusqu'à présent. J'ai pris l'exemple du piano qui ne bougeait pas. Je pourrais prendre l'exemple d'un ballon d'eau, d'une sphère d'eau qui va faire 2-3 kg, qui a une masse, et donc c'est une valeur scalaire. C'est pas en mouvement, c'est une valeur scalaire, c'est une masse. Mais en fait, ce que nous apprend la physique quantique, ce qu'elle a démontré, c'est qu'en fait, dans l'infiniment petit, ça bouge quand même. Il y a des mouvements dans l'infime. À l'échelle du macro, on a l'impression que ça ne bouge pas. Le piano, il ne bouge pas, il est immobile, il a sa densité, il a sa masse. Mais sauf que si on se rétrécit, qu'on va dedans à l'intérieur, ça s'entrechoque et ça bouge tout le temps. Il y a de la lumière qui arrive, qui rebondit. Il y a des électrons qui s'échangent entre les atomes. Ça bouge tout le temps. Donc il y a du mouvement, même quand on croit qu'il n'y a pas de mouvement. Et l'expérience de Aharonov-Bohm, eh bien, elle vient confirmer ça. Que le potentiel influence les charges électriques, charges électromagnétiques, les charges, les particules, avant les champs. Même si le champ n'existe pas, il y a une influence sur le réel. Il y a une influence sur la matière. Même quand c'est immobile, il y a une influence sur la matière. Donc le scalaire, c'est pas forcément autant, même s'il y a beaucoup de mathématiques, c'est pas forcément une illusion ou un artefact mathématique. Ça vient les outils mathématiques attirent notre attention sur un niveau du monde et du réel qu'on avait sous-estimé, ou en tout cas qu'on avait sous-estimé scientifiquement. Bierden, en 86, qui sort un bouquin qui s'appelle Fer de lance. Ce bouquin, il parle beaucoup des armes scalaires, de la guerre scalaire. Il se fait l'écho, bien sûr, des travaux de recherche de Tesla. Il se fait l'écho de travaux de recherche, on pourrait presque dire que ce sont des physiciens conspirationnistes, de travaux de recherche que les Russes font en cachette, machin, que les Américains se sont emparés, mais qu'ils ont gardé secret pour garder le pouvoir, enfin bref. Donc, ça fait 600 pages, mais c'est un bouquin fondamental par rapport à la façon dont ça va populariser et attirer l'attention d'un certain public, le public des personnes qui sont branchées technologie interdite, conspiration si on veut, énergie libre aussi bien entendu, de toutes ces technologies secrètes et interdites, ou en tout cas celles qui sont exotiques et qui sortent du rang par rapport à ce qui est enseigné dans le monde anglo-saxon. Une date clé, ce bouquin, donc Fer de lance. Bon, alors, ok, on va mettre la couverture, enfin, il est là. Donc un topo sur les armes électromagnétiques scalaires des soviets. Tintin.
titre est en français. Le titre fer de lance est lié bien entendu à des noms d'opérations militaires, à des noms de projets qui ont eu lieu à la Seconde Guerre mondiale ou après ou avant. Enfin, voilà. Ensuite, Constantin Meil en 93, 94, 96. Donc lui, c'est un physicien allemand qui a entendu ou a vu passer le nom de Constantin Meil. Très peu d'entre vous, ok. Donc en fait, en gros, depuis 5-6 ans, c'est le principal promoteur, VRP, ou en tout cas vulgarisateur, sur la question, enfin pour un public plutôt pro et universitaire, depuis 94-95, parce qu'il a fait son doctorat là-dessus, il prend la parole sur les ondes scalaires. Voilà. Et comme lui, il est diplômé de 3 universités différentes en Allemagne. On est vraiment avec quelqu'un du Sérail. Il a fait sa thèse sur justement des potentiels, sur les potentiels quantiques, sur la façon dont des particules tournent sur elles-mêmes. Et en tournant sur elles-mêmes, cette énergie se condense et ça devient de la matière. Il a travaillé sur ces choses-là, sur les mouvements tourbillonnaires et sur la façon dont l'énergie va être convergente vers le centre, ou au contraire va fuir vers la périphérie. Donc on est sur de la condensation ou de la dilatation. Donc il a vraiment largement travaillé au niveau universitaire, au niveau théorique, au niveau des formules, au niveau des équations, donc en reprenant l'existant, et donc en reprenant les travaux de Tesla, ou en tout cas en les prolongeant, en intégrant des données d'aujourd'hui. Voilà. Autour de, et il s'est retrouvé à être le chercheur d'aujourd'hui qui est l'apôtre, ou en tout cas le relais de ce niveau du réel qui est celui qu'on appelle les ondes scalaires. Parce que son travail de recherche fondamentale, il a sa thèse sur le sujet, bon, et puis du coup il est en lien avec pas mal de labos et d'universités, et donc bon, il a une certaine c'est plus qu'une honnêteté intellectuelle, il a une stature intellectuelle qui fait que il est à la fois considéré comme sérieux par ceux qui sont passionnés par ces sujets-là, et à la fois comme tout à fait légitime par rapport à des personnes qui ne connaissent pas ces sujets-là, mais qui sont dans le sérail académique. Donc Constantin Meil, personnage clé, qui donc commence à être sur la question du scalaire et à s'en faire l'écho avec le milieu des années 90. Dominique Moret, lui c'est un chercheur français, plutôt autodidacte également, et qui, à partir des années 99, enfin 2000, 2001, 2002, 2003, lui, il met en place des petits dispositifs qui fonctionnent aussi sur la base de rayonnement scalaire. Il n'utilise pas le mot scalaire, il utilise le mot de onde électromagnétique à polarité horizontale. Hein, comme je vous l'avais dit, normalement, de façon conventionnelle, on est plutôt sur une logique verticale, mais sauf que ça tourne. Et comme ça tourne, ça peut être horizontal. C'est-à-dire ce qui était vertical au niveau de l'électricité bascule horizontal. Et c'est par exemple ce que vous avez tous vu avec les antennes télé. Vous vous rappelez des antennes râteaux qu'on mettait sur les toits? C'était des antennes horizontales. Mais parce qu'elles captaient les dimensions, les composantes horizontales d'une onde électromagnétique. Okay. Donc, lui, il travaille spécifiquement avec avec les composantes horizontales d'un rayonnement électromagnétique. Et par rapport aux outils et aux appareils qu'il a mis en place, il a gagné des premiers prix au concours Lépine. Il a gagné des premiers prix au niveau de salon d'inventeurs, autant en France qu'en Suisse. Et il a gagné ça durant tous les ans, pendant 3-4 ans. Compte tenu, non pas simplement de ce qu'il affirmait, mais des résultats qu'il obtenait. Parce que les résultats qu'il obtenait, il travaillait sur de l'eau. Et donc, il avait évidemment des modifications des propriétés de l'eau, des modifications qui étaient observables. Il a aussi travaillé avec des plantes. Il y a aussi des résultats sur les plantes. Et donc, voilà, de façon très empirique, très pragmatique, expérimentale, il a obtenu une reconnaissance par rapport aux différents appareillages, outils, médaillons, systèmes. Il a des systèmes un peu plus perfectionnés qu'un médaillon à porter sur soi, qui met à disposition. Voilà. Donc là, c'est un petit peu ceux qui ont ravivé ou redonné le blason de l'approche scalaire dans les 20 ou 30 dernières années. Ce qu'on va dire aussi sur le scalaire aujourd'hui, c'est que très souvent, on va dire que le cerveau, c'est une machine qui fait du scalaire. Le cerveau, ça émet des ondes scalaires. C'est pas le cerveau qui émet des ondes scalaires. C'est n'importe quelle cellule vivante. Donc bien sûr qu'il y a le cerveau dedans, mais il n'y a pas que le cerveau, c'est tout le vivant en général. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure,
en fonction du point de vue qu'on va adopter, on va avoir au niveau des cellules vivantes des molécules spiralées. Il reste 10 minutes? D'accord. Une nombre de réduction de temps. Très bien. On va faire un effondrement d'état. On va faire une réduction d'état. Donc, pour revenir à ça, donc en fait, on a de l'ADN dans nos cellules. Et cet ADN, il est spiralé. Comme il est spiralé, ben, automatiquement, il y a un effet d'électromagnétisme de type rotation. C'est une molécule chirale, certes, mais c'est surtout qu'elle génère de la rotation autour d'elle. Et donc, c'est la même chose pour d'autres process qu'on a, d'autres systèmes vivants. Le cœur, par exemple, va rayonner un champ électromagnétique, le champ d'énergie qu'on a autour du corps, qui est celui du cœur, qui est celui de l'intestin, qui est celui des yeux, qui est celui du cerveau, qui est celui de nos muscles. Tous nos organes se fondent sur un fonctionnement de type électrochimique. Et donc, c'est la somme de tous ces micro-rayonnements qui fabrique le rayonnement global. Et ce rayonnement global, il tourne, lui aussi. Lui aussi, il est dans des mouvements spiralés. Lui aussi, il est dans des mouvements tourbillonnaires. Il est dans des mouvements de type vortex. Okay, donc, ce qui fait que on peut tout à fait postuler que c'est pas le cerveau en particulier, c'est le vivant en général, le fonctionnement du vivant, la dynamique de fonctionnement du vivant, qui va se traduire par des émissions d'ondes électromagnétiques. Ça, on le sait, on a des appareils pour les capter, mais que ces rayonnements, ces émissions dans l'espace à chaque instant se propagent en tournant sur elles-mêmes, puisque nous sommes nous-mêmes avec des champs magnétiques à l'intérieur, et autour de nous, il y a des champs magnétiques. Donc nous sommes avec des champs magnétiques qui sont en constante communication et interpénétrés les uns avec les autres. Et donc à travers cela, voilà, on peut envisager les choses ainsi, ou en tout cas, c'est sûr en tout cas qu'il n'y a pas que le cerveau, ça c'est évident. Donc le magnétisme animal, ou en tout cas le magnétisme humain, qu'est-ce qui caractériserait le rayonnement d'un magnétiseur? Donc là, il y a eu des expériences qui ont été faites, qui ont montré, qui ont enregistré des différences de température, des différences de rayonnement électromagnétique. Il y a un peu plus d'infrarouge, il y a un peu moins de ci, enfin voilà, il y a des choses qui ont été objectivées avec les années 80. On peut tout à fait envisager que ce qui caractérise le rayonnement d'un guérisseur magnétiseur, c'est effectivement des composantes scalaires particulières. Donc ça demande à la fois d'avoir la compétence mathématique pour pouvoir poser ces équations-là et se préoccuper de ces aspects-là de la composante du rayonnement qui est émis par un système vivant et d'autant plus par un magnétiseur ou par quelqu'un qui fait de l'imposition des mains. Mais c'est aussi qu'il faut des machines ou des appareils qui viendraient peut-être objectiver ou vérifier ce qui est de l'ordre de l'hypothèse. Et l'appareil photo de Kirlian peut pas être Ben, l'appareil photo de Kirlian, il prend une photo. Oui. C'est-à-dire qu'il à l'instant T. il prend une image. Et ça prend quand même en compte justement cette émanation. En fait. C'est-à-dire que vous avez raison dans votre remarque. C'est-à-dire qu'il peut le prendre en compte, mais c'est parce qu'on va savoir que cette composante existe ou que cette dimension existe qu'on va chercher à ce que le système rende visible cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il peut le capter, ce qui ne veut pas dire qu'il le rend visible. Quand on voit cette image en 2D, on n'est pas en train de voir une spirale en 3D. On n'est pas en train de voir la façon dont ça tourne. On est en train de voir une image. On a aujourd'hui des personnes qui prennent la parole en parlant d'eau scalaire, d'eau informée de façon scalaire. On va avoir des prises de parole sur les thérapies scalaires, ou en tout cas sur le fait que les ondes scalaires sont en mesure de soigner les personnes. Mais c'est le même type de discours dans sa structure que ce qu'on pouvait entendre il y a 20 ans ou il y a 30 ans par rapport aux thérapies quantiques, enfin il y a 10 ans par rapport aux thérapies quantiques et il y a 20 ou 30 ans par rapport aux thérapies électromagnétiques. Okay, c'est uniquement, en gros, le phénomène est toujours le même. Vous êtes en train de fonctionner ou de vous mettre en présence d'un champ électromagnétique, ou en tout cas d'une énergie de type électromagnétique, qui va restaurer de l'ordre, restaurer de la cohérence, remettre en place certaines choses, on peut dire aussi remettre en place des informations dans votre organisme. Mais en fonction des époques, en fonction des socles théoriques sur lesquels les personnes s'appuient, on va utiliser des mots différents. Le phénomène ne change pas forcément lui-même. Éventuellement, les machines peuvent changer, les machines peuvent évoluer. C'est-à-dire que des machines peuvent être conçues pour plutôt explorer la direction de ces rayonnements-là particuliers. D'accord ?
Les armes scalaires, on en a parlé. Donc là, il y a un bouquin de Mail qui est en cours de traduction et qui devrait sortir l'an prochain sur les armes scalaires. Voilà, donc voilà, il y a différents sujets sur lesquels il y a des personnes qui prennent la parole et qui participent à faire, à refaire le lien entre des informations qui sont un peu disséminées. Les énergies scalaires, c'est autant le fait de transmettre que d'en produire, que d'en générer. Donc le Magnifying Transmitter, c'était le nom que Tesla avait donné à son appareil en 1900. On a dit tout à l'heure une chose, c'était par rapport au tourbillon et par rapport au vortex. Donc en fait, Mail, ce qu'il a proposé, c'est très très intéressant. Il a rendu plausible une hypothèse de travail, ou en tout cas il a montré par ses équations que des phénomènes de type tourbillonnaire se déroulent dans la matière. Mais ce sont des phénomènes tourbillonnaires de type potentiel. On est sur ces histoires de potentiel dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ça n'existe pas. C'est pour ça que de façon simple, on va dire que c'est du fantôme. Okay ? On est sur des effets fantômes, on est sur une influence fantôme, on est sur des ondes fantômes, on est sur des particules fantômes. Il y a une influence, mais on ne peut pas les attraper. Okay ? Donc, il a montré qu'il y a des tourbillons, il y a des phénomènes tourbillonnaires de type potentiel, c'est-à-dire qui ne sont pas densifiés, qui n'existent pas en termes de matière, en termes de particules, et qu'on a des phénomènes potentiels qui existent de cet endroit-là. Et ces phénomènes potentiels qui existent participent d'une cascade de phénomènes électromagnétiques qui génèrent même des ondes qui ont certaines propriétés. Et notamment, il a fait le lien avec des notions que sont les monopoles. La Terre, elle a deux pôles, un pôle sud, un pôle nord au niveau du magnétisme. Le monopole, c'est un seul pôle. Normalement, ça n'existe pas. Ça a été postulé en 1930 par un chercheur qui s'appelle Dirac, qui est un mathématicien génial aussi, dans le cadre de la vingtaine ou de la trentaine de savants de la physique quantique. Donc Dirac a postulé le monopole. Normalement, ça n'existe pas. Ça fait partie du corpus théorique. Dans les années 80, on a un physicien français qui s'appelle Lochak, qui était lui complètement, c'est un pur académique, il est vraiment dans le système, il a montré patte blanche partout, il n'y a aucun problème de suspicion à son égard, sauf qu'il est ouvert, c'est un chercheur qui a l'esprit ouvert. Et donc dans sa position académique très bien installée, il a exploré la notion du monopole. Et il l'a mis en équation. Il y a donc notamment des papiers scientifiques importants qu'il a sortis en 1983, en français. Lochak avait la particularité de parler russe. Donc, ce qui fait qu'il pouvait lire les documents russes, des documents russes, y compris de confrères russes des années 80 ou des années 90. Et comme en Russie, il y a une autre façon de faire la science que dans le monde anglo-saxon, ils avaient observé pas mal d'anomalies. Et ces anomalies, elles s'expliquaient si on prend en compte l'hypothèse du monopole. Et c'est ça qu'a donné la foi à Lochak pour explorer le monopole magnétique. Mail, dans sa conception des tourbillons, pour lui, le monopole magnétique, en fait, l'autre pôle, il est à l'intérieur, il est dedans. On ne le voit pas à l'extérieur, mais il est dedans. Il invite à voir la notion de monopole un peu différemment. Et c'est à la fin des années 2000 qu'on a eu des expérimentations scientifiques qui auraient détecté des monopoles. Oui, des monopoles. Oui, mais c'est un mot. Ils ont détecté plusieurs particules de type monopole. Voilà. Donc, c'est encore un peu controversé, mais en tout cas, sur le fait que les monopoles existent, on a un appareillage expérimental qui commence à nous apporter des réponses et des éléments par rapport à ça. Même si le socle était amplement posé, sérieux, légitime du point de vue de la recherche théorique et académique. Et puis il y a juste pour terminer là-dessus, et puis on va prolonger avec vos questions. Et je vous remercie de votre attention soutenue et attentive. En gros, la physique quantique, elle a connu sa révolution avec les années 50 à peu près. C'est-à-dire qu'il y a eu la physique quantique qui est née entre les années 1900 et 1930. Et puis, il y a une seconde génération de chercheurs en physique quantique qui, eux, ont poussé les limites de la physique quantique.
Et on commençait à connecter des choses entre elles. Et ce qui fait que la physique quantique, à ce moment-là, elle a connu sa révolution, elle a changé de nom. On continue à l'appeler de façon commune la physique quantique, mais son nom sérieux, solide, important, c'est électrodynamique quantique. L'électrodynamique quantique, ça date en gros des années 60, 55, 63, voilà. On est dans ces années-là. C'est le moment où l'électrodynamique quantique se constitue en s'appuyant sur les travaux de Dirac, en s'appuyant sur les travaux d'une seconde génération de chercheurs que celle des Max Planck ou des Einstein des années 1910 et 1920. Donc, on a eu au niveau de la physique quantique un élargissement de la compréhension et du décodage du monde à travers celui-ci, et ça a changé de nom. Pourquoi électrodynamique? Parce qu'en fait, sur les 4 forces fondamentales, il y en a 3 qui ont été reliées entre elles. La physique quantique, l'électromagnétisme et les interactions faibles. Donc on a 3 des 4 forces fondamentales qui ont été reliées entre elles, et c'est ce même socle où la physique quantique en fait partie, c'est l'électrodynamique quantique. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut envisager qu'il y a une électrodynamique scalaire qui est en train d'émerger. C'est-à-dire que par rapport à des contributions théoriques qui ont été faites à certains moments de l'histoire, par rapport à des appareils électroniques qu'on est en mesure de faire aujourd'hui depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, par rapport à la façon on va dire qu'il y a une génération de chercheurs qui va commencer à avoir compris, à avoir raisonné d'une certaine façon, à avoir regardé le piano non pas comme étant une masse scalaire qui est mobile, mais comme une somme d'objets en mouvement. Ces mouvements pouvant en partie s'annuler, mais ces mouvements ayant une influence sur l'environnement, sur les charges de l'environnement extérieur, sur le milieu extérieur. Eh bien, moi en tout cas, je pense qu'on peut aujourd'hui avoir cette hypothèse-là, ouvrir cette hypothèse-là, envisager les choses ainsi. Nous sommes les témoins de l'émergence d'une nouvelle physique. Cette physique, elle est balbutiante, cette physique, elle est chorale, elle a parfois ses dissonances, mais nous sommes au même seuil d'un point de vue renaissance scientifique qu'à l'époque de la physique quantique. La physique quantique, elle est née à un moment donné, elle est le fruit direct de cela. En 1899, on a je crois que c'était Lord Kelvin, de mémoire, une sommité scientifique britannique qui se forme un discours à la Royal Society en disant on est arrivé au bout de la science, on sait tout. On a tout compris. Et il dit voilà, c'est un grand ciel bleu, sauf 2 nuages noirs qu'on a à un endroit, on n'a pas encore compris 2-3 trucs. On n'a pas encore compris ces 2 trucs-là. Ces 2 trucs-là, les 2 nuages noirs, c'est ça qu'a donné la physique quantique. Quand Planck et les autres ont commencé à bosser dessus sérieusement en 1899, en 1900, 1901, 1902, c'est en allant dedans et en ayant en plus les intuitions qui allaient avec, ou les idées géniales qui les traversaient, qu'ils ont fabriqué une nouvelle science, une seconde physique. Il y avait la physique classique et il y a eu la physique quantique. Aujourd'hui, la physique quantique, elle est dans le même état à peu près, dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y a des nuages noirs qui restent. Et ces nuages noirs qui restent, si en plus on prend l'histoire des sciences, qu'on intègre des propositions théoriques qui ont été écartées malencontreusement au fil de l'histoire, ou au contraire qui ne sont pas enseignées parce que elles sont un peu trop marginales, elles sont un peu trop non orthodoxes pour être transmises. Nous sommes aujourd'hui en situation, enfin en tout cas moi c'est ce que j'observe depuis une quinzaine d'années, une 3e physique est en train d'émerger. Une nouvelle physique est en train d'émerger. Une physique qui va plus loin et qui en plus intègre les apports de la physique classique et de la physique quantique. Et j'étais très heureux de partager tout cela avec vous ce soir à travers la question des ondes scalaires. Et les ondes scalaires participent, la reconnaissance ou en tout cas la recherche dans la direction des ondes scalaires vient nourrir un des aspects de cette nouvelle physique. Et donc nous sommes les témoins privilégiés de cela, même si effectivement ça se fait peu à peu. Il n'y a pas de réponse toute faite, c'est progressif, c'est graduel. Merci beaucoup et maintenant on va pouvoir passer aux questions. Voilà.